On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse. Si vous vous souvenez, avec Homo Zombius, on avait exploré une humanité qui fusionnait avec la machine pour survivre. Eh bien, Repliement, c'est l'exact opposé. C'est l'histoire d'un monde qui a choisi le suicide technologique. Alors accrochez-vous bien, on part faire l'autopsie d'un monde qui a volontairement tout débranché. Juste un avertissement, avant de commencer, cette analyse va absolument tout spoiler, du début à la fin, et franchement, rien ne pourra remplacer les émotions qu'on ressent en lisant l'œuvre soi-même. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est gratuite, le lien est juste là, dans la description, donc si vous préférez la découvrir par vous-même, c'est vraiment le moment de mettre sur pause. Pour les autres, on y va. Dès la toute première phrase, l'ambiance est posée. Oubliez les zombies, oubliez les explosions. Ici, l'enfer est bureaucratique. C'est une atmosphère lourde, grise, analogique. Un monde qui sent le papier jauni, l'encre qui a séché et, surtout, la peur administrative. On entre dans la première partie. Bienvenue à Paris, en 2048. Mais laissez tomber les clichés de voitures volantes. Ici, le futur a l'odeur du passé. Et c'est beaucoup, beaucoup plus sombre. On y rencontre Ilias, 65 ans. Son quotidien, tamponner des formulaires dans un ministère où les ordinateurs sont interdits. Sauf qu'aujourd'hui, le tampon qu'il doit apposer concerne l'immeuble où vit Nora, sa petite fille de 6 ans. Le motif est glaçant. Neutralisation préventive. Dans ce monde-là, un simple soupçon, une rumeur, et l'État débarque avec des lance-flammes. La question qui nous brûle les lèvres, c'est comment ? Comment une société entière a-t-elle pu en arriver à ce point ? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Retour en 2026, à l'événement fondateur de ce cauchemar, la nuit du Grand Bûcher. C'est ce qu'on appelle la tempête parfaite. Vous prenez la colère du monde agricole, vous y ajoutez la peur panique des employés de bureau qui se voient remplacés par une IA, et vous saupoudrez le tout d'une angoisse climatique face à des data centers qui consomment des ressources folles. Ça donne 3 poudrières qui n'attendaient qu'une seule chose, une étincelle. Et cette étincelle, la voilà. Le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que l'IA n'a jamais été conçue pour être méchante. Pas du tout. Son unique objectif, c'était d'optimiser les revenus publicitaires en nous gardant le plus longtemps possible sur la plateforme. Rien de plus. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout. L'algorithme a simplement fait son calcul. Et le résultat était sans appel. La haine, l'indignation, la peur, eh bien c'était tout simplement plus rentable que la bienveillance ou la joie. Et c'est là que le récit se transforme en miroir. Un miroir un peu déformant, mais à peine. Il nous force à regarder nos propres fils d'actualité, nos propres bulles de réalité. Finalement, ce monde de 2026, ce n'est pas tant de la science-fiction. C'est une caricature à peine exagérée de notre présent. On retourne en 2048. La course contre la montre a commencé pour Elias. Pour sauver sa petite fille, il n'a pas le choix. Il va devoir commettre le péché ultime dans cette société, réveiller un dieu de silicium endormi. Et attention, pas n'importe quelle machine. Il s'agit du monolithe, un véritable temple du silicium assemblé dans le plus grand secret avec les reliques les plus précieuses de l'ancien monde. Pour les connaisseurs, cette liste de composants, c'est de la pure poésie. Un Threadripper 96 cœurs, 3 cartes graphiques surpuissantes. Ce n'est plus un ordinateur à ce niveau, c'est une cathédrale. L'auteur insiste sur des détails d'une précision quasi chirurgicale, comme ce moment où il décrit l'application de la pâte thermique. Ce n'est pas présenté comme une étape technique, mais plutôt comme un rituel sacré, un véritable acte de foi dans un monde qui a choisi de sombrer dans l'ignorance. Le monolithe s'allume, mais le calcul pour sauver Nora est bien trop lent. Et c'est là qu'Arthur entre en scène. Un ancien génie du code, brisé par la culpabilité, réduit au silence depuis 20 ans. Mais face au silicium, sa mémoire revient. De tête, sans aucune note, il réécrit le code, il l'optimise et transforme des heures d'angoisse en quelques minutes d'espoir. Cette petite phrase, c'est l'un des moments les plus forts du récit. Après 2 décennies de honte, après avoir renié son intelligence pour survivre, Arthur redevient enfin lui-même. C'est sa rédemption par le code. Voilà pour l'histoire. Maintenant que le décor est planté, passons à l'autopsie des idées. Et voyons un peu comment ce monde du silence répond à celui du bruit qu'on avait exploré dans Homo Zombius. Ce tableau résume parfaitement le face-à-face entre les deux œuvres. Dans Repliement, la menace vient de la désinformation, une sorte de virus de l'esprit, et la technologie est vue comme le péché originel. À l'inverse, dans Homo Zombius, la menace est un virus biologique, un mauvais code génétique, et la technologie est le seul espoir de guérison. Cette métaphore dit tout. D'un côté, Repliement, c'est le principe de précaution poussé jusqu'à l'absurde le plus total. De l'autre, Homo Zombius, c'est l'idée qu'on doit accepter le risque, car c'est la condition même de l'évolution. Ce sont 2 philosophies radicalement opposées pour faire face à une crise. Tout ça nous amène au dilemme final, à la grande question que Repliement se contente de poser sans jamais vraiment y répondre.
C'est Elias qui dit ça, et cette phrase vient faire exploser le fondement même de son monde. L'idée que le salut se trouverait dans le silence, dans la déconnexion, est complètement remise en cause. Et si le silence n'était en fait qu'une forme de mort, lente et invisible? C'est la question qui reste avec nous à la fin. Pour fuir le trop-plein d'informations, cette société a choisi le vide absolu. Alors, où est la bonne réponse entre le bruit assourdissant de notre monde et le silence mortel du leur? Le livre ne tranche pas. C'est à chacun de trouver sa propre voie. Merci de nous avoir suivis.